Les adieux à Ted Knight furent peu nombreux. On se souvenait surtout, avec tendresse, de l'homme qui a immortalisé Ted Baxter, un présentateur de nouvelles pas comme les autres. En 1986, Ted Knight s'est effondré sur le plateau et n'est jamais revenu. Ce que personne ne savait, c'est qu'il était mourant depuis près de 10 ans, tout en tournant l'une des plus grandes émissions de télévision. Mais la vraie histoire ne concerne pas seulement sa maladie. Il s'agit aussi de sa dépression en 1975, de ses co-stars qui le disaient impossible à vivre et du moment où il a quitté un tournage important parce qu'il ne pouvait pas supporter le chaos. L'Amérique voyait un père de famille amusant à la télévision, mais les gens qui travaillaient avec lui voyaient quelque chose de complètement différent. La vérité est restée enfouie jusqu'à présent. Ted Knight est né le 7 décembre 1923 dans une petite maison bifamiliale au 18 Allen Street, dans le quartier de Terryville à Plymouth, Connecticut. Son nom complet était Tadeusz Ladisław Konopka. La maison a été construite en 1906 et se trouvait sur seulement 0,07 hectares. Dans ce minuscule espace, 9 personnes vivaient ensemble. Ted Tiedes avait 6 frères et sœurs et son père, Charles, travaillait de longues heures comme barman. Après son arrivée de Pologne, sa mère, Sofia, restait à la maison pour s'occuper des enfants. Il se faisait partie d'une vague d'immigrants polonais à la poursuite du rêve américain. Mais au lieu du confort, ils ont trouvé un travail acharné et des préjugés. Les gens de la ville se moquaient de leur accent. La famille de Ted vivait avec un jugement constant et très peu d'argent. À l'âge de 10 ans, la Grande Dépression les frappait de plein fouet. Ted n'avait d'autre choix que de commencer à travailler. Il livrait des journaux à 5 heures du matin, allait à l'école pendant la journée, puis cirait des chaussures au coin des rues jusque tard dans la nuit. Le week-end, il aidait dans les magasins. Il ne s'agissait pas seulement d'argent de poche. Sa famille avait besoin de chaque centime pour survivre. Certains jours, il n'avait même pas assez pour dîner. Les mains de Ted étaient toujours tachées de cirage et son corps restait fatigué. Il travaillait plus d'heures que la plupart des adultes et allait quand même à l'école entre-temps. Malgré tout cela, quelque chose en lui s'animait sur scène. À l'église, il a participé à des pièces de théâtre en langue polonaise et à des événements religieux. À Casimir's Church, il mémorisait des scripts complets en anglais et en polonais. À 12 ans, il a interprété un solo pendant Pâques et a stupéfié toute l'Église par la puissance de sa voix. Sa professeure, Lucy Dukensky, l'a tout de suite vu. Elle a dit qu'elle savait que ce garçon était fait pour la scène. À l'école, il imitait les gens de la ville, faisant rire les autres, même quand la vie était dure. Mais en même temps, on se moquait de son nom. Les enfants l'insultaient. Les élèves plus âgés le battaient. Les enseignants prononçaient mal son nom exprès. Lorsqu'il a été écarté d'un rôle dans une pièce de théâtre scolaire à cause de son nom, quelque chose s'est brisé en lui. À 16 ans, il a changé son nom en Ted Knight. Il a choisi Knight parce que cela sonnait fort, américain et plus facile à accepter. Il ne s'agissait pas seulement de s'intégrer, il s'agissait de survivre. En 1943, il avait 19 ans et vivait toujours à Terryville. Il était en voie d'obtenir son diplôme avec distinction et les enseignants pensaient qu'il pourrait obtenir des bourses d'études. Mais cette même année, les difficultés financières de sa famille se sont aggravées. Le travail de barman de son père a ralenti à cause du rationnement de guerre et sa mère est tombée malade. Les factures médicales ont commencé à s'accumuler. Ted ne gagnait que 3 $ par semaine grâce à ses petits boulots, tandis que les usines fabriquant du matériel de guerre en offraient 25 à 30 $ par semaine. Il a abandonné ses études secondaires quelques mois avant l'obtention de son diplôme et a commencé à travailler à temps plein dans une usine de laiton, faisant des quarts de 10 heures, 6 jours par semaine. Il détestait ça, mais il n'avait pas le choix. Peu de temps après, il s'est enrôlé dans l'armée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ted a servi dans une compagnie, le 296e bataillon du génie de combat.
Son unité a débarqué en Normandie le 22 juin 1944, jour G plus 16. Ils ont travaillé avec la 9e division d'infanterie, construisant des routes et des ponts sous le feu ennemi. En décembre 1944, pendant la bataille des Ardennes, Ted et ses camarades ingénieurs ont fait face à un froid glacial, à des attaques surprises et à des explosifs. C'était un travail brutal, mais il n'a jamais abandonné. Il a obtenu 5 étoiles de bataille pour sa participation aux campagnes de Normandie, du nord de la France, de Rhénanie, d'Ardennes-Alsace et d'Europe centrale. Pendant les pauses entre les combats, il a trouvé un autre exutoire, la ventriloquie. Il utilisait un mannequin fait maison nommé Little Jeff pour organiser des spectacles pour les autres soldats. Ces petites représentations ont contribué à remonter le moral pendant les moments les plus difficiles de la guerre. Ses talents lui venaient d'années d'imitation des voix de la radio comme Edward R. Murrow et Lel Thomas quand il était enfant. Même s'il avait autrefois lutté contre un bégaiement et un accent, sa voix est devenue sa plus grande force. Lorsque la guerre s'est terminée en 1946, Ted a utilisé le GI Bill pour étudier l'art dramatique à la Randall School of Dramatic Arts de Hartford. Pour payer son loyer, il travaillait la nuit dans une station de radio tout en suivant des cours pendant la journée. Sa voix a mûri pendant cette période et elle deviendrait sa signature. Le GI Bill a tout payé et cela lui a donné un nouveau départ. Au début des années 1950, il avait terminé sa formation et était prêt à trouver du travail en tant qu'acteur. Le 24 septembre 1948, il a épousé Dorothy Smith. Elle est née le 18 janvier 1923 et travaillait dans une entreprise d'art graphique à New York. Ils ont eu 3 enfants, Ted Jr., Elise et Eric. Pendant ces premières années, l'argent était rare. Ted a fait tous les boulots qu'il pouvait trouver, des émissions de radio, des voix off, des petits rôles d'acteurs. Dorothy l'a soutenu même lorsque le salaire était bas et l'avenir incertain. Ils ont déménagé pour de meilleures opportunités, du Connecticut à Albany et finalement à Los Angeles. À Albany, en 1955, Ted a eu une chance. Il a travaillé chez Ralph TV en tant qu'animateur de The Early Show et a même animé une émission pour enfants où il jouait un personnage appelé Windy Night. Il a également fait du travail vocal pour la station de radio sœur, passant des voix de marionnettes au rôle d'annonceur. Son salaire a aidé à subvenir aux besoins de la famille, mais la célébrité semblait encore lointaine. En 1950, juste avant ce travail à Albany, il avait travaillé chez WJR-TV à Providence en tant qu'animateur d'émissions de télévision pour enfants nommé Uncle Ted. Il ne gagnait que 75 $ par semaine et devait présenter des spectacles de marionnettes tous les jours. Il a également animé Tip Top Circus et a fait des entrevues de fin de soirée en tant que Milkman Ted. Ces 5 années l'ont presque brisé. Il était un héros de guerre. Pourtant, il était là à parler à des marionnettes juste pour rester à flot. Ça lui a fait très mal, mais il a continué. En 1957, avec seulement 200 $ en poche, il a déménagé à Los Angeles. Un directeur de station lui avait dit sans détour « Tu n'y arriveras jamais si tu ne vas pas à Hollywood. » Mais Hollywood était cruel. Son premier grand film a été Psychose d'Alfred Hitchcock en 1960, mais son rôle de gardien n'a duré que 30 secondes et il n'a même pas été crédité. De 1955 à 1965, il a joué dans plus de 50 émissions comme Gunsmoke, Highway Patrol, Combat et The Fugitive, gagnant souvent moins de 50 $ par rôle. Les agents de casting disaient que son visage était trop ethnique, alors il n'obtenait que des rôles de méchants ou de figures d'autorité stricte. On ne lui a jamais offert de rôle de premier plan. En 1967, il a fait du doublage dans des dessins animés par pur désespoir. Il a rejoint The Superman Aquaman Hour of Adventure et a fait la voix de dizaines de personnages. Le salaire était affreux, seulement 25 à 50 $ par session, même pour des enregistrements de 10 heures. Il pouvait faire jusqu'à 15 voix en une session.
Mais en 10 ans de travail, il a gagné moins de 2000 dollars au total. Les enfants de tout le pays reconnaissaient sa voix, mais il était encore presque fauché. Il est également apparu dans la quatrième dimension en 1959, dans l'épisode The Lonely. Il a joué un gardien de prison avec seulement 3 lignes et 90 secondes de temps d'écran. Rod Serling l'a choisi personnellement, mais CBS ne pensait pas qu'il avait la qualité d'une star. Ils ont coupé la plus grande partie de son rôle. Ted n'a été payé que 75 dollars. Ce rejet l'a tellement frappé qu'il a pensé à quitter complètement le métier d'acteur. En 1962, la situation était si mauvaise qu'il est allé retourner faire des spectacles de ventriloque lors de fêtes d'anniversaire et d'événements hollywoodiens. Il gagnait 10 à 25 dollars par spectacle tout en auditionnant toute la journée. Un mois, il a gagné 200 dollars au total et a payé 180 dollars de loyer. Il se produisait jusqu'à 5 fêtes chaque week-end juste pour nourrir sa famille. Dorothy a dit qu'il rentrait à la maison en pleurant, disant qu'il se sentait comme un singe savant, se produisant pour des gens qui avaient les carrières qu'il voulait. Il a continué, même quand c'était humiliant. Ted Knight n'était pas censé être une star. En 1970, il avait 47 ans et avait du mal à joindre les deux bouts financièrement. Il avait fait du théâtre, de la télévision locale, même des spectacles de marionnettes. Mais son nom ne voulait rien dire à Hollywood. Cela allait changer. Et tout a commencé lorsque le producteur Dave Davis l'a vu dans une petite production théâtrale et a pensé qu'il avait quelque chose de bruyant, de fier, mais de blessé. Les producteurs de The Mary Tyler Moore Show avaient du mal à caster un présentateur de nouvelles pompeux nommé Ted Baxter. Jack Cassidy a dit non parce qu'il ne voulait pas jouer un autre idiot arrogant. Lyle Wagner a refusé parce qu'il ne voulait pas quitter le Carol Burnett Show. Même John Aniston a auditionné 2 fois, mais rien ne semblait juste. Puis Ted Knight est entré. Il n'a pas seulement lu les lignes, il est devenu le gars. James Brooks et Alan Burns n'ont même pas hésité. À ce moment-là, ils ont vu la tempête parfaite d'arrogance, de vanité et d'une profonde insécurité personnelle. Ce n'était pas seulement drôle, c'était tragique et réel. Et ils savaient que seul Ted Knight pouvait porter cette contradiction. En 1973, seulement 3 ans après cette audition qui a changé sa vie, Knight a remporté son premier Emmy. Il en gagnerait un autre en 1976. Au total, il a été nominé 6 fois et a même reçu des nominations au Golden Globe en 1972 et 1975. Ce qui rendait cela encore plus impressionnant, c'était la façon dont il réussissait l'impossible. Il a transformé un personnage unidimensionnel en quelqu'un de complexe et d'humain. Sous la fanfaronnade, le public a vu de la peur, du doute, du désespoir. Dans la saison 3, un épisode intitulé The Good Time News a tout changé. Ce n'était plus seulement une blague. Les téléspectateurs ont vu un homme qui avait peur de perdre son emploi, terrifié d'être inutile. Ted Baxter était drôle, mais soudain, il était aussi triste, et les gens se sont connectés. Cette même saison, Knight a craqué. Il est entré dans le bureau du producteur Alan Burns et a pleuré. « Tout le monde pense que je suis stupide », a-t-il dit, anéanti par le fait que le public ne voyait pas la différence entre lui et le personnage. Burns a essayé de le réconforter, l'a qualifié de brillant, a même fait venir l'écrivain Ed Weinberger pour l'aider à se calmer. Et juste au moment où il se ressaisissait, James L. Brooks est entré et, ne sachant pas ce qui s'était passé, a dit « Ted Knight, ça fait quoi d'être l'un des plus grands crétins de tous les temps? » Knight s'est effondré à nouveau. Sa plus grande peur était de devenir une blague lui-même, surtout parce que le personnage partageait son vrai nom. Pourquoi ont-ils dû l'appeler Ted? Il n'arrêtait pas de demander à son co-star Gavin Mloud. Chaque fois que quelqu'un appelait Ted sur le plateau, ça le piquait. Il ne pouvait pas y échapper et ça le rongeait. Les scénaristes ont dû commencer à traiter le rôle avec précaution. Ils ont arrêté d'écrire des blagues polonaises. Knight est né de parents immigrants polonais, Sofia et Charles Kupka, et ces blagues l'ont profondément blessé. Il a grandi en défendant son identité.
Maintenant, dans l'une des plus grandes émissions du pays, il avait l'impression de la trahir. Cette peur l'a rendu sensible, voire agressif. Les réalisateurs lui demandaient de rester dans son personnage entre les prises. Il se fâchait, pensant qu'il voulait dire qu'il était l'idiot qu'il jouait. Il a commencé à se disputer sur le plateau, à confronter les membres de l'équipe, à lire chaque commentaire comme une insulte. Avec le temps, tout le monde a appris à faire preuve de prudence avec lui. Pourtant, l'émission Mesfait est restée forte. Les 168 épisodes. Il a été le seul personnage à ne pas être renvoyé dans le dernier épisode de la série, qui a été diffusé en mars 1977. C'était censé être une blague, mais ça a touché durement. Quelques mois plus tard, Knight a été diagnostiqué avec un cancer. Il n'en a pas parlé. Il ne voulait pas de pitié. Mais à partir de ce moment, il a mené 2 batailles, sa santé et la longue ombre de Ted Baxter. En 1978, il a fait sa première tentative d'émission solo. The Ted Knight Show a été un désastre. Il jouait le rôle du propriétaire d'une agence d'escorte de luxe. L'une des répliques était « Où que vous vouliez aller, nous voulons vous accompagner ». Les dirigeants de CBS transpiraient dès le premier jour. C'était bizarre, rebutant et rien de ce que les gens attendaient. Elle n'a duré que 6 épisodes avant d'être annulée le 13 mai 1968. Même Knight a admis plus tard que c'était un suicide professionnel. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. En 1980, on lui a offert une nouvelle émission, trop près pour être confortable. Et cette fois, ça a marché parce que ça lui permettait d'être drôle, mais selon ses propres termes. Cela lui a également permis de faire revenir une ancienne compétence secrète, la ventriloquie. Dans les années 1950, il avait fait des spectacles de marionnettes à la télévision locale, passant de 5 à 6 voix à la volée. Dans Trop près pour être confortable, ils lui ont donné des scènes de marionnettes qui ont fait hurler le public en studio. Ce n'était pas qu'un gadget. Cela a rappelé aux gens qu'il n'était pas que Ted Baxter. C'était un artiste avec une grande palette. Pendant tout ce temps, s'étant pas sain, il a continué à travailler malgré sa maladie. Il a subi une chimiothérapie, une radiothérapie, puis des opérations chirurgicales sans manquer les répétitions. Ses co-stars ne le savaient même pas. Il l'a gardé privé. En 1955, le cancer s'était propagé et après une opération pour enlever une tumeur de son tractus urinaire, son état s'est rapidement détérioré. Au début de 1986, la production s'est arrêtée. Il est décédé le 26 août 1986, à seulement 62 ans. 2 ans plus tard, en 1988, quelque chose d'étrange s'est produit. Sa voix est apparue dans le golf en Folie 2, mais il ne l'avait pas enregistré. Les producteurs avaient assemblé d'anciens enregistrements, des chutes et même des extraits d'interviews pour recréer son personnage, le juge Smiles. Certains fans ont trouvé ça intelligent. D'autres ont trouvé ça effrayant. Le film a été un désastre, mais d'une manière ou d'une autre, la performance vocale posthume de Knight a été la seule partie que les gens ont aimée. Cela a également suscité un débat. Les studios devraient-ils être autorisés à utiliser la voix d'un acteur décédé de cette façon? Personne n'avait de réponse à l'époque. Ces dernières années avaient été une lutte constante contre le typecasting. Entre 1980 et 1984, il a supplié les producteurs de La Croisière s'amusent de lui donner des rôles sérieux. Ils acceptaient, puis réécrivaient les scènes avec de la comédie à nouveau. Il a même commencé à prendre des cours de théâtre au début des années 80, essayant de se dépasser. Mais quoi qu'il fasse, les gens voulaient juste Ted Baxter. Un producteur lui a même dit lors d'une audition « Soyez juste plus comme ce présentateur de nouvelles ». Cette phrase l'a marqué à vie. Au cinéma, il a eu un dernier moment inoubliable. Le golf en folie. En 1980, il a joué le rôle du juge Smiles coincé face à Rodney Dangerfield, et ça a marché parce que la haine était réelle. Dangerfield n'avait aucune expérience d'acteur et ne savait même pas quand commencer une scène. Knight détestait le chaos. Il détestait que personne ne s'en tienne au scénario. Il a quitté le plateau à plusieurs reprises.
L'équipe faisait la fête, se droguait à la cocaïne, improvisait, tout. Un ouragan a même frappé le plateau le premier jour, inondant l'hôtel. Knight venait de l'ordre et de la discipline. Le golf en folie était de la folie. Mais cette folie a fonctionné. Leur tension est devenue de l'or comique. Ce que personne n'attendait, c'est que Ted Knight ait joué dans Psychose. En 1960, il a eu un petit rôle, juste quelques secondes, en tant que gardien qui ouvre la cellule de Norman Bates. Personne ne l'a remarqué, mais c'était réel. Puis, en 1967, il a joué un rôle de fonctionnaire de la NASA dans Countdown, un film de Robert Altman. Il a même fait un dernier film d'horreur intitulé The Immortalizer, tourné avant sa mort, mais sorti en 1990. Il a joué un médecin fou, échangeant des cerveaux. C'était bizarre, mais cela a montré une dernière fois qu'il était toujours prêt à essayer quelque chose de différent. Ted Knight s'est marié à Dorothy Smith le 24 septembre 1948. Leur mariage a duré 38 ans, ce qui était rare à Hollywood. Dorothy est restée à ses côtés quand personne d'autre ne l'a fait. Dans les années 1950 et 1960, Ted n'était qu'un autre acteur en difficulté à Los Angeles. Il pouvait passer des mois sans travail stable. Dorothy s'occupait de la maison à Pacific Palisades pendant que Ted courait après de petits rôles d'acteur. Elle a cru en lui bien avant que le monde ne le fasse. Elle est née le 18 janvier 1923. Et même s'ils avaient le même âge, elle est restée en retrait des projecteurs et a soutenu son rêve complètement. Lorsque Ted a été diagnostiqué avec un cancer en 1977, elle est devenue plus que sa femme. Elle est devenue son infirmière, son chauffeur, sa gestionnaire d'horaire et celle qui tenait tout ensemble. Elle est restée avec lui à chaque rendez-vous et traitement et ne l'a jamais quitté jusqu'à la toute fin, le 26 août 1986. Ted aimait ses enfants, mais sa carrière a toujours été sa priorité. Il a eu 3 enfants, Ted Jr., Elise et Eric, mais il a manqué beaucoup de leurs moments importants. Pendant les années où il a travaillé sur The Mary Tyler Moore Show de 1970 à 1977, il rentrait à la maison trop fatigué pour même parler. Puis, il s'est lancé dans le doublage de dessins animés comme Super Friends et les nouveaux films Scooby-Doo. Et après cela, trop près pour être confortable de 1980 à 1986. Il était toujours occupé. Il a manqué des anniversaires, des événements scolaires et même des remises de diplômes. Ses enfants ont dit plus tard qu'ils avaient l'impression d'être toujours en compétition avec sa carrière. Et pendant longtemps, ils ont perdu. Ce n'est qu'à la toute fin que Ted a commencé à réaliser tout ce qu'il avait manqué. Ted a été élevé dans la religion catholique dans une maison polonaise-américaine du Connecticut. Son vrai nom était Tadeusz Władysław Konopka. Ses parents, Sophia et Charles Walter Konopka, l'ont élevé avec des valeurs religieuses strictes. Mais lorsque ses enfants ont grandi dans la Californie des années 1970, il y a eu un énorme conflit. Ils ne voulaient pas aller à l'église tous les dimanches. Ils ne croyaient pas qu'il fallait attendre le mariage. Le dîner se transformait souvent en dispute. Ted ne pouvait pas comprendre leur nouveau monde, et il ne pouvait pas comprendre pourquoi ils s'accrochaient encore à l'ancien. À la télévision, il jouait un présentateur de nouvelles idiots, mais à la maison, il était sérieux, sévère et souvent difficile de lui parler. Même après avoir remporté 2 prix Emmy en 1973 et 1976, Ted se sentait toujours insécure. Il craignait que les gens pensent qu'il était stupide. Tout comme son personnage, Ted Baxter, à la maison et sur le plateau, il gardait des livres avec lui tout le temps. Il lisait de la philosophie, de la littérature et de l'histoire parce qu'il voulait se prouver qu'il n'était pas ce que les gens voyaient à l'écran. Il a même pensé à quitter le Mary Tyler Moore Show au début des saisons. Il se sentait piégé dans le rôle, craignant que les gens ne voient jamais le vrai lui. Mais il y avait une autre facette de Ted Knight que peu de gens connaissaient. Au début des années 1950, il a animé une émission pour enfants à Rhode Island et a appris la ventriloquie.
Même après la fin de ce travail, il a continué à le faire à la maison pour ses enfants. Pendant les dîners de famille, il sortait des marionnettes à main et les faisait parler. Ses enfants riaient sans arrêt. C'était le seul moment où il semblait complètement détendu. Il a même utilisé cette compétence dans Trop près pour être confortable, créant une marionnette appelée Cosmic Cow. Alors que ses collègues le qualifiaient souvent d'exigeant et de strict, ses enfants voyaient quelqu'un de complètement différent lorsqu'il faisait ses voix de marionnette. En janvier 1977, juste après la fin du Mary Tyler Moore Show, on a dit à Ted qu'il avait un cancer du côlon. Il avait 53 ans, mais il ne l'a dit à personne en dehors de sa famille. Pendant 8 ans, il a gardé le secret. Il a subi une chimiothérapie et une radiothérapie, mais a continué à travailler tout le temps. Il filmait pendant la journée et se faisait soigner le soir. Même lorsqu'il était malade à cause des médicaments, il souriait pour les caméras et se présentait à des événements comme si de rien n'était. Sa femme et ses enfants connaissaient Torwe, la vérité, mais le reste du monde n'en avait aucune idée. En 1985, le cancer s'était propagé. Il était dans sa vessie et ses intestins. La douleur s'aggravait de jour en jour. Mais Ted ne voulait pas s'arrêter. Il a continué à filmer Trop près pour être confortable, qui a été renommé The Ted Knight Show. Sur le plateau, il s'effondrait entre les prises. Parfois, il devait s'allonger à plat sur le sol juste pour continuer. Sa co-star, Nancy Dussel, a dit qu'il avait besoin de pauses toutes les heures et qu'il avait des bouteilles d'oxygène à proximité. Un médecin privé est même resté sur le plateau avec lui. Il était passé de plus de 80 Yizkia à seulement 55 kilos, mais il a quand même terminé le tournage de 10 épisodes supplémentaires avant de ne plus pouvoir continuer. En juillet 1986, les médecins l'ont précipité en chirurgie pour enlever une tumeur. L'opération était censée durer 3 heures seulement. Elle a duré près de 8 heures. Le cancer s'était propagé plus que quiconque ne s'y attendait. Il a subi des saignements massifs, une insuffisance rénale et une infection grave. Pendant des semaines, il a dérivé entre conscience et inconscience au Cedars-Sinai Medical Center. Le 20 août, il s'est réveillé et a dit à Dorothy « Je suis prêt à dire au revoir à tout le monde ». Le 26 août 1986, à 15h40, il est décédé à son domicile de Pacific Palisades. Il était entouré de Dorothy, Ted Jr., Elise et Eric. Il est décédé exactement 39 jours après cette dernière opération. Les médecins l'avaient averti plus tôt, en décembre 1945, qu'il ne lui restait que 6 mois à vivre. Son oncologue, le Dr. Robert Butler, a dit que Ted refusait d'arrêter de travailler. Il se présentait au studio à 6h du matin, recevait des analgésiques par voie intraveineuse, puis travaillait 12 heures par jour. Sa peau était devenue jaune et creuse, alors son équipe de maquillage avait besoin de plus de temps chaque jour juste pour l'aider à paraître normal. Sa co-star Jim Bullock a dit que Ted avait une fois vomi du sang entre les sossaines, puis s'est levé et a prononcé ces lignes comme si de rien n'était. Le 15 juillet 1986, il a filmé sa dernière scène. Au moment où le réalisateur a crié « Coupé », Ted s'est effondré. Il n'est jamais revenu. 3 jours après sa mort, le 29 août 1986, ses amis et ses co-stars se sont réunis pour ses funérailles au Forest Lawn Memorial Park de Glendale. Près de 200 personnes sont venues. Edner a prononcé un discours sincère, même s'il s'était affronté auparavant. Mary Tyler Moore a pleuré en lisant une lettre que Ted lui avait envoyée quelques jours avant sa mort. La plus grande surprise est venue quand Adam West s'est levé et a dit que Ted avait secrètement fait don de 50 000 $ chaque année pendant 5 ans pour aider les enfants atteints de cancer. Ce détail n'avait jamais été rendu public. Ted a été enterré sous son vrai nom, Theodore C. Kopka. Sa pierre tombale portait l'inscription « By Guy », un clin d'œil à son slogan. Il a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 30 janvier 1935. Elle se trouve au 60 703 Hollywood Boulevard. Il était déjà malade quand il l'a reçue et seulement 18 mois plus tard,
il était parti. Cette étoile honorait le même rôle avec lequel il avait tant lutté, Ted Baxter. Will Ferrell a admis plus tard que lorsqu'il a créé le personnage de Ron Burgundy pour Anchorman, il l'avait presque entièrement basé sur Ted Baxter. Même le chien dans le film s'appelait Baxter. Ce qui est drôle, c'est que lors du dernier épisode du Mary Tyler Moore Show, toute la salle de rédaction s'est fait virer sauf Ted Baxter. C'était le rebondissement parfait. Pendant la 3e saison du Mary Tyler Moore Show, Ted a eu une dépression émotionnelle. Il est entré dans le bureau du créateur et s'est mis à pleurer. Il a dit « Je ne peux plus jouer Ted Baxter. Tout le monde pense que je suis stupide et je ne le suis pas. » Il a dit qu'il se sentait humilié et a presque démissionné. À ce moment précis, un autre écrivain est entré et l'a appelé en plaisantant le crétin préféré de tous, sans se rendre compte à quel point la douleur était réelle. Après cela, les écrivains ont commencé à donner plus de profondeur à Ted Baxter et même une romance juste pour aider Ted à se sentir plus connecté au personnage. La voix de Ted n'était pas seulement pour le jeu d'acteur. Il a fait la voix de Penguin, de Mr. Freeze, du commissaire Gordon et même de Black Manta dans des dessins animés. Il a participé à 24 émissions d'animation différentes et a donné sa voix à 9 personnages différents. Cette voix a payé les factures quand rien d'autre ne le faisait. Il a même porté un blazer bleu de friperie à son audition pour Mary Tyler Moore, utilisant l'argent du loyer pour l'acheter. Mais ça a marché et même aujourd'hui, ces voix de dessins animés continuent de vivre grâce aux rediffusions et au streaming.